Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, a procédé ce jeudi au lancement officiel de la Semaine nationale de mobilisation de la jeunesse pour la lutte contre le VIH-Sida. En marge de cette cérémonie, le ministre a également inauguré le centre de conseil d'adolescents de Ziguinchor. 1,8 milliard de francs CFA, c'est la somme que compte mettre à profit le gouvernement du Sénégal pour lutter contre les inondations. L'annonce a été faite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, lors du conseil interministériel consacré à l'évaluation du dispositif de gestion des inondations de l'hivernage 2018. La rubrique Société et l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Les choses avancent dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du jeune boutiquier de Moulom, dont le corps a été retrouvé à l'entrée de la commune d'Oussouye. Le présumé commanditaire de l'assassinat horrible et épouvantable du jeune commerçant Abdourahmane Diallo en janvier dernier a été arrêté. Cette arrestation vient donner un développement à ce dossier qui a tenu en haleine tout un département pendant près de 6 mois. La région de Ziguinchor a abrité la cérémonie de lancement officiel de la Semaine nationale de mobilisation de la jeunesse pour la lutte contre le VIH. Pendant une semaine, la jeunesse sénégalaise va discuter autour de la question de santé publique. En marge de la cérémonie, Pape Gorgui Ndong a inauguré le centre de conseil d'adolescents récemment rénové. Compte rendu Eva Sagna. La jeunesse responsable, citoyenne et volontaire, que cette jeunesse se lève et montre d'un signe de la voie que nous sommes tous engagés à lutter contre le sida. Ziguinchor a accueilli le lancement officiel de la Journée nationale de mobilisation des jeunes pour la lutte contre le VIH sous le thème « L'atteinte des 3,90 d'ici 2020, c'est possible » avec une jeunesse responsable, citoyenne et volontaire. Les 3,90 signifient qu'à l'horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable. 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée. Venu présider cette journée, le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, a procédé d'abord à l'inauguration du centre de conseil des adolescents rénové par le ministre de la Santé. Ici d'ailleurs, un dépistage volontaire est offert aux jeunes. Nous allons continuer de faire, n'est-ce pas, encore les stratégies avancées, les causeries, n'est-ce pas, parce que ça a démarré aujourd'hui et donc ça va terminer jusqu'au 27. Donc on va continuer avec les jeunes, donc faire des causeries, des dépistages, donc pourquoi pas. À cause des statuts des régions frontalières, les régions du Sud sont les plus touchées par le VIH. 2,4% pour la région de Kolda, 1,7% pour la région de Kédougou, 1,4% pour la région de Tambacounda, 1,1% pour Sédhiou, 1,1% pour la région de Kaolack et 1% pour la région de Ziguinchor, là où nous sommes aujourd'hui. La question de la santé publique, telle que la lutte contre le VIH-Sida, est un point important pour le président du Conseil national de la jeunesse. L'ensemble des organisations de la société civile, y compris le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, se sont engagés activement depuis plus d'une décennie à lutter contre le VIH-Sida. Au Sénégal, 0,3% des jeunes sont atteints du VIH, un taux jugé très faible. De nombreuses avancées ont été réalisées et les chiffres qui concernent les jeunes sont très encourageants.
La prévalence du VIH chez les jeunes qui est restée relativement faible, 0,3%, est le fruit de l'engagement et de la mobilisation des jeunes. Pendant une semaine, la jeunesse sénégalaise va débattre autour de la question pour une jeunesse responsable, citoyenne et volontaire. Amener les jeunes, les femmes et les populations à prendre conscience de l'importance de travailler ensemble pour transformer la situation d'accalmie en une paix réelle. C'est l'objectif de la deuxième édition du village de la paix organisée à Ziguinchor. La manifestation a vu la participation de plusieurs jeunes venus des différents pays de la sous-région. Henri Ndeki, coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance, s'en explique au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Oui, la deuxième édition du village de la paix, sa particularité, c'est d'abord au point de vue mobilisation des jeunes à travers l'Afrique. J'allais dire, à la première édition, nous étions à 4 pays. Cette année, nous sommes passés à 8 pays. Donc, cela est un élément. L'autre particularité, c'est que nous avons utilisé ce village de la paix pour profiter, pour renforcer les capacités des jeunes sur 4 thématiques, à savoir le leadership et la participation citoyenne, la participation à gestion non violente des conflits, les droits humains et le business plan. Et l'autre particularité, nous avons voulu mixer les jeunes et les adultes à travers ce qu'on appelle les panels qui sont centrés sur, qui sont autour de la paix et sécurité, le code forestier et minier, le rôle et la responsabilité des jeunes dans le processus des élections et de manière libre, transparente et non violente. L'autre particularité, c'est également nous avons souhaité être au rendez-vous avec les communautés et les populations à travers ce qu'on appelle la randonnée que nous allons faire le 23 juin 2018 à Ziguinchor avec les participants, avec toutes les populations casamançaises et les Sénégalais de venir de tous bords pour vraiment encore sous le signe de l'engagement des jeunes pour le retour de la paix en Casamance. Mais également inviter les deux parties à aller à la table de négociation et commencer les discussions de manière inclusive pour espérer un jour le retour définitif de la paix en Casamance. 1,8 milliard de francs CFA, dont 1,1 milliard déjà disponibles. C'est l'enveloppe dégagée par le gouvernement du Sénégal pour lutter contre les inondations. L'annonce est faite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye. Il prenait part au conseil interministériel consacré à l'évaluation du dispositif de gestion des inondations de l'hivernage 2018, présidé par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'est un reportage signé Mamadou Fall. Le gouvernement sénégalais n'a pas lésiné sur les moyens financiers pour faire face aux inondations qui hantent le sommet des populations en cette période d'hivernage. La matrice d'action prioritaire MAP, définie par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, tourne autour d'1,8 milliard de francs CFA, dont 1,100 milliard de francs CFA disponibles. Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La matrice d'action prioritaire définie par M. le Premier ministre tournera autour d'un montant de 1,8 milliard de francs CFA, dont les 1,1 milliard seront mis à disposition dès à présent pour permettre en tout cas d'anticiper sur certaines actions liées donc à la gestion des inondations. Il faut retenir que par rapport à la MAP, c'est des actions urgentes à mettre en œuvre, combinées à travers les différentes structures qui interviennent au niveau du plan de gestion des inondations. D'autres budgets sont mis en contribution à travers les sectoriels. S'exprimant au terme d'un conseil interministériel consacré à l'évaluation du dispositif de gestion des inondations de l'hivernage 2018, Mansour Faye rassure que des mesures urgentes sont prises en compte. Il y a donc le système de pompage effectué par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, des actions de prévention en matière de santé exécutées à travers donc le service national d'hygiène, d'autres actions de prévention exécutées à partir de la direction de la protection civile, en tout cas tous les acteurs qui interviennent dans la gestion de lutte contre les inondations. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement lance un appel à l'endroit de la population. C'est la gestion en tout cas de ces ouvrages en réalité, puisque peut arriver des fois même que des promoteurs en réalité stockent des gravats ou
du sable pour les besoins donc, de construction. Et à l'arrivée des pluies, effectivement, ce sable se retrouve dans les canaux. Donc il faut nécessairement en tout cas un comportement citoyen qui puisse permettre de prendre des dispositions, évitant ainsi effectivement de retrouver ces agrégats. À Sédhiou, 375 000 personnes risquent de connaître une situation de crise alimentaire avant la fin du mois de juin si rien n'est fait. Annonce faite lors d'un comité régional de vulgarisation du programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience. Le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire compte mettre en place un plan d'urgence de riposte pour faire face à cette situation. Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, s'est confié à Lamine Diop. J'ai lu dans une certaine presse qu'il y a 1 million de personnes en crise au Sénégal. C'est pas vrai. Au Sénégal, globalement, le cadre harmonisé a sorti 750 000 personnes au Sénégal sur 14 millions de personnes qui seraient en situation de crise. Ce qui explique la mise en place de ce plan d'urgence qui permet de couper un peu l'herbe au pied de l'insécurité alimentaire pour éviter que ces populations-là entrent en crise. Mais globalement, au Sénégal aujourd'hui, on pense que 375 000 personnes, un peu plus, un peu moins, si rien n'est fait, vont connaître une situation de crise d'ici à la fin du mois de juin. Donc on est en période de soudure. Le plan d'urgence, justement, qui va être déroulé là rapidement, permettra d'éviter cette situation-là. Voilà. Donc nous travaillons plus à la construction de cette résilience autour des nouveaux terroirs résilients que nous voulons bâtir pour chasser définitivement ces questions d'insécurité alimentaire dans le pays. Culture à présent, célébration fête de la musique ce 21 juin. Les artistes musiciens de Kolda ont profité de l'occasion pour évoquer des difficultés qu'ils rencontrent dans ce milieu. Baïsei, qui a parlé à leur nom, invite les autorités du Fuladu à jeter un coup d'œil sur les jeunes artistes pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Baïsei, que nous écoutons au micro de Samba Seydi. Bon, malheureusement, les artistes sont confrontés à un problème de producteurs, de production et de médias. Malheureusement, les artistes sont confrontés à ça. Mais moi, je peux dire que j'ai franchi cette étape. Donc, j'ai plus un problème. Je n'ai plus un problème de producteur. Parce qu'étant donné que j'ai fait 2 albums, j'ai balancé 2 albums. Et j'ai pas un problème de promotion aussi. Mais je sais que ce fléau est là. Il y a des tas d'artistes qui sont là, qui ont besoin de production. Parce qu'ils sont à la hauteur, ils sont bien musicalement. Il y a des gens qui font du hip-hop que j'ai suivi de près et de loin. C'est des gens qui ont grandi devant moi, je peux dire qu'ils sont nés devant moi. C'est des gens qui ont assuré musicalement, mais malheureusement ils n'ont pas de production, ils n'ont pas de producteur. Et ces gens-là méritent d'être aidés. Je ne suis pas dans le hip-hop, je suis dans le reggae, mais j'ai vu que dans le hip-hop, il y a des gens qui ont assuré. Et ces gens-là, pour une meilleure continuité, il faut décrocher un producteur ou une production. C'est vrai que la musique demande de la patience, ça demande du temps. Des fois, il y a des hauts et des bas. En ce moment, j'étais confronté à un problème de haut et de bas. Mais j'ai toujours tenu et j'ai assuré. Ainsi va la vie. Même si tu fais un constat dans la musique Mbalakh, il y a pas mal d'artistes que tu entendais en certains moments. Mais maintenant, tu ne les entends plus. Je te donne un cas, Abou Tchoubalo. Tu l'entends plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est des choses de la vie. Il faut toujours courage, il faut toujours tenir. Et maintenant, les gens ont une facilité, même à part la production, les gens ont une facilité, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Tu peux te faire connaître dans les réseaux sociaux musicalement si tu as de bons lyrics et si tu fais de bonnes mélodies, ça peut passer. Et là, du coup, tu peux même décrocher des contrats, soit des tournées internationales, soit un producteur. Mais le problème, c'est que les gens sont confrontés à ce problème, à ce fléau, un problème de producteur. Mais il faut assurer, il faut te battre. Et musicalement, il faut constamment écrire. Il ne faut jamais lâcher. Et moi, du coup, je n'ai jamais lâché. Même si j'ai fait un stand-by pendant quelque chose comme 4 à 5 ans. Parce que je bossais avec les Gelongala. À un certain moment, il y a eu rupture. Donc du coup, je suis resté dans le silence. Mais jusque-là, moi, je travaille. Et comme je te l'ai dit, ça va handicaper la musique. Ça va vraiment handicaper la musique. Place maintenant à la rubrique Société présentée par Eva Sagna. Bienvenue dans votre rubrique Société, comme tous les vendredis, c'est parti.
Lamine Ndoye, un jeune joueur évoluant au Portugal, a été tué par un vendeur de chapelets surnommé Aladi Kouros. L'incident a eu lieu dans l'après-midi du jeudi 21 juin à Yoff, en face de la mosquée des Layènes. Il a poignardé l'ex-joueur venu en vacances au Sénégal avec un couteau au cou. Lamine Ndoye est décédé à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Les jeunes en colère ont voulu se faire justice, mais la gendarmerie de la Foire l'a tiré d'affaire. Aladi Kouros se retrouve depuis lors dans les locaux de la gendarmerie de Foire. D'après des proches, c'est dans la nuit du jeudi que le joueur évoluant au Portugal devait rentrer. Toujours dans votre rubrique Société, la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, Seynabou Ndiaye Diakhaté, vient de boucler l'audit qu'elle avait commandité pour fouiller la gestion de son prédécesseur Nafissatou Ngom Keïta. Et le contenu de ce rapport soigneusement gardé dans les armoires de l'OFNAC sera révélé au public dans les jours à venir. Des recommandations seront faites sur la base des conclusions de l'audit, entre autres la réduction des salaires du personnel et des membres nommés par décret, la diminution de certains avantages comme les voyages, le carburant, les crédits téléphoniques. Des mesures sont alors prises pour alléger les charges de l'institution nationale en charge de la lutte contre la fraude et la corruption. Au total, 39 prévenus ont comparu hier devant la chambre correctionnelle de Dakar pour répondre des délits d'association de malfaiteurs, fraude aux examens et concours, obtention frauduleuse d'avantages matériels indus, blanchiment de capitaux et complicité des dits délits et escroquerie. Au cours de cette audience, si les uns sont passés à table en reconnaissant les faits, les autres, par contre, se sont mis à s'accuser. Le procureur a requis à leur rencontre des peines sévères allant de 1 an de prison à 5 ans ferme avec des amendes très salées. C'était votre rubrique Société. Nous vous retrouvons vendredi prochain dans d'autres informations. Au revoir. L'actualité internationale de ce vendredi 22 juin 2018 nous mène au Maroc, en Europe et en Turquie. Des journalistes marocains, dont des salariés de l'agence officielle MAP, ont appelé jeudi au boycott de l'élection de leur nouveau corps. Le Conseil national de la presse, en dénonçant des irrégularités dans le processus. Ce conseil, le premier du genre au Maroc, doit notamment superviser l'attribution de la carte de presse, rédiger un code de déontologie et veiller à son application. Il sera composé de 21 membres, dont 3 représentants nommés par l'État et de 2 membres élus par les éditeurs sur liste ouverte et sur liste fermée par les journalistes. Une trentaine de journalistes de la MAP ont déposé un recours en référé devant un tribunal administratif pour invalider le vote prévu vendredi. Comptez de ce vendredi 22 juin, les célèbres Harley Davidson, les jeans américains, le bourbon et certains produits agricoles importés des États-Unis seront désormais frappés de 25% de taxes additionnelles sur le territoire européen. Ces mesures de rétorsion entrent en vigueur après l'annonce de Donald Trump de surtaxer l'acier et l'aluminium européen exportés aux États-Unis, une décision unilatérale et justifiée selon la Commission européenne qui a essayé jusqu'au bout de négocier une exemption. La guerre commerciale provoquée par Washington avec ses alliés n'en est peut-être qu'à ses débuts. Donald Trump semble bien décidé à s'attaquer aux importations automobiles. L'Allemagne est directement concernée. Les élections en Turquie ce dimanche n'ont sans doute jamais eu autant d'enjeux. Pour la première fois, les électeurs turcs sont appelés à se prononcer le même jour lors de 2 scrutins dans un contexte national d'état d'urgence régulièrement prolongé depuis la tentative de coup d'État raté de juillet 2016. Ils désigneront leur président parmi 6 candidats, mais aussi leurs députés. Les représentants de 10 partis étant en lice. De l'issue du vote dépendra aussi la
l'entrée en vigueur du régime hyper-présidentiel voulu par Recep Tayyip Erdogan, elle est effectivement suspendue à sa réélection à la présidence. À présent, nous accueillons Mafo Kouyaté pour la page des sports. Merci et bienvenue dans cette page sport qui reste dominée par les activités sportives mondiales, la Coupe du Monde qui se joue présentement en Russie. Après avoir chahuté les Bleus pour son entrée en lice à la Coupe du Monde, l'Australie a encore tenu à merveille son rôle de perturbatrice, très regroupé et percutant en contre-attaque. Les Australiens ont sérieusement embêté les Danois qui semblaient pourtant avoir pris le match en main. Le Danemark qui visait sa deuxième victoire pour faire un pas quasi définitif vers les huitièmes de finale a dû se résoudre à un match nul qui l'obligera à faire un coup contre les Bleus mardi à Moscou. Si l'équipe de France va au bout de ses ambitions, l'histoire retiendra que c'est là, ce jeudi à Legatenburg, dans la ville haute la plus à l'est de cette Coupe du Monde, sur les contreforts de l'Oural, qu'elle a vraiment lancé son aventure. Après un faux départ et une victoire étriquée contre l'Australie 2-1, les Bleus ont su, au moins en première période, élever leur niveau pour répondre aux défis proposés par le Pérou. Dans un stade central transformé en stadio monumental de Lima, le temps d'une journée, devant plus de 20 000 supporters péruviens déchaînés, ils ont dominé la Blanquizoria 1-0 et signé un deuxième succès qui leur ouvre déjà les portes des huitièmes de finale. Dominatrice face à un vice-champion du monde d'une faiblesse abyssale, la Croatie a validé son billet pour la phase éliminatoire en s'imposant 3-0. L'Argentine, elle est à bord du gouffre. Difficile de tomber plus bas. Après une campagne de qualification particulièrement laborieuse et un match nul inquiétant contre l'Islande, dans ce mondial 2018, l'Argentine a continué de creuser ce jeudi soir à Nijni Novgorod, produisant face à la Croatie une bouillie de football indigne d'un vice-champion du monde en titre. 4 ans après la défaite en finale face à l'Allemagne, l'habit céleste pourrait bien sortir de cette Coupe du Monde dès le premier tour et par la toute petite porte. Ce jeudi, à Nijni Novgorod, Lionel Messi s'est montré incapable d'élever son niveau de jeu pour sortir son équipe de la difficulté, réveillant le débat de sa valeur véritable hors du cocon si confortable du Barça. Sans apporter le moindre semblant de révolte, le capitaine de l'habit céleste a laissé son équipe sombrer, alors que la Croatie, qualifiée pour les huitièmes de finale après 2 victoires en 2 matchs, est partie pour prendre la première place du groupe. L'Argentine est désormais au bord de l'élimination. Si l'Islande s'impose vendredi face au Nigeria, ceci sera quasiment acté, mais tout autre résultat laisserait aux hommes de Sampaoli une dernière chance de se rattraper. Mais Messi et ses partenaires en sont-ils seulement capables? Pour les résultats d'hier, Danemark et Australie se sont partagés les points 1 but partout. La France est imposée devant le Pérou 1-0. L'Argentine a été lourdement battue par la Croatie 3-0. Au programme de ce jour, à 12h, Brésil jouera contre Costa Rica. À 15h, Nigeria fera face à Islande. Et à 18h, la Serbie jouera contre la Suisse. La revue de la presse, c'est l'affaire de Mohamedou Salif Ndiaye. La mort de 5 membres d'une même famille dans un incendie à Kédougou et le procès portant sur l'affaire de la fraude au baccalauréat 2017 font partie des sujets les plus en vue dans la livraison de vendredi de la presse quotidienne, sans compter le mondial des lions devenu le nouveau serpent de mer des journaux. Une famille décimée, affiche le journal Le Quotidien au sujet de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi chez le chef de l'agence de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, faisant 5 victimes. Le chef d'agence du CNCA de Kédougou a perdu sa famille dans un incendie la nuit du mercredi à jeudi dernier. Le drame a été causé par une bonbonne de gaz butane qui aurait explosé, écrit le journal Le Quotidien. Ils ont été retrouvés morts asphyxiés dans une salle de bain alors qu'ils tentaient de fuir les flammes d'un incendie survenu dans leur maison aux environs de 4 h du matin à Gomba, un quartier de Kédougou dans le sud-est du Sénégal, détaille Vox Populi. Plusieurs autres journaux reviennent sur le même drame dont le quotidien Enquête qui parle d'un incendie d'une rare violence. Les sapeurs-pompiers ont pourtant été alertés très tôt. Informés à 4 h 16 minutes,
Ils sont arrivés 10 minutes plus tard, mais ils n'ont rien pu faire, souligne Enquête. Il rapporte les explications du commandant de la 62e compagnie d'incendie et de secours de Kédougou. Nous avons eu des difficultés d'accès à la maison parce que tout était hermétiquement fermé à l'intérieur et il y a un très long mur de clôture avec des tessons de bouteilles. Donc nous avons dû passer par la terrasse pour avoir accès à l'intérieur de la maison. Libération et l'Observateur parlent également de l'accident, de même que Réumi Quotidien, hélas selon lequel le chef de famille était en mission à Tambacounda, une région limitrophe lors du drame. Kédougou est en proie ces derniers temps à des cas de sinistres qui enregistrent le plus souvent mort d'homme, signale Walf Quotidien. Le même quotidien ouvre par ailleurs sur un autre sujet, celui concernant la fraude au baccalauréat 2017. Affaire dans laquelle plus de 30 prévenus risquent entre 6 mois et 5 ans d'emprisonnement si l'on en croit le journal. 5 ans contre le proviseur fraudeur dont le procureur a demandé qu'il soit interdit d'exercer le métier d'enseignant pour une période de 10 ans, renchérit la cloche. Un aveu de taille, commente Le Soleil au sujet de ce procès renvoyé 2 fois avant de se tenir en audience spéciale hier jeudi en attendant le verdict qui sera connu le 12 juillet prochain, précise également ce journal. Les quotidiens, outre ces 2 sujets majeurs, s'intéressent naturellement au mondial des Lions qui seront à Ekaterinbourg cet après-midi en perspective de leur 2e match de poule contre le Japon. Les Lions s'entraînent une dernière fois ce vendredi matin à Sputnik avant de prendre un vol spécial pour Ekaterinbourg dans l'après-midi, annonce Libération. Une information confirmée par Vox Populi, notamment selon lequel le sélectionneur des Lions a ménagé Sadio Mané pour un travail musculaire. Le mot d'ordre est de gagner contre le Japon pour se hisser en 8e de finale, rappelle Le Témoin quotidien. Un choc aux allures d'une finale puisqu'il oppose les 2 premières du groupe H de ce mondial 2018, révèle Walf Quotidien. En attendant, Enquête estime que le duo Wagué-Sarr prend le pouvoir en référence aux 2 Benjamin de la Tanière, le latéral Moussa Wagué et l'ex-centré Ismaïla Sarr. Stade Quotidien reprend les propos d'Alfred Ndiaye qui estime qu'il va dans ce mondial pour tout donner. L'AS revient pour sa part sur la titularisation de l'attaquant Mbaye Niang et sa prestation qui a convaincu plus d'un, dont la FIFA qui en a fait l'homme du match de la rencontre contre la Pologne. Auteur d'une grosse partie, le joueur du Torino s'est parfaitement adapté à son nouveau rôle. Cissé tient désormais l'homme qu'il a toujours recherché pour tenir le poste d'attaquant de pointe, indique le journal. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.